Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la partie 3 des vidéos sur l'évolution des bateaux du Vendée Globe. Il y a quelques semaines vous avez vu la vidéo numéro 1 sur les Vendée Globe de 1989 à 2004. Ensuite il y a une semaine vous avez eu la vidéo sur les Vendée Globe de 2008 à 2016. Et donc aujourd'hui on va parler du Vendée Globe 2020 et 2024. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les meilleurs. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, on commence tout de suite avec le Vendée Globe 2020. On passe maintenant au Vendée Globe 2020. Alors en 2020, avec les compensations, c'est un bateau de 2016 qui a gagné. Mais du coup nous on va parler du bateau qui a fini premier finisher. Donc c'est Apivia de Charlie Dalin. Donc premier finisher, qui aurait même pu le gagner s'il n'avait pas eu son problème de foil. Enfin après avec des si on refait le monde mais du coup Apivia. Et c'était sur le Vendée Globe 2020 la première fois qu'on voyait des cockpits totalement fermés. Alors il y a même encore plus extrême qu'Apivia, on va en parler par la suite. Mais on voit Apivia, où la zone de vie du coup se trouvait ici. J'ai eu la chance de le visiter, donc je vois à peu près comment il est foutu. Vous avez la zone de vie qui était ici, et la zone de manœuvre qui est ici, complètement abritée. Les bateaux deviennent de plus en plus extrêmes, donc on essaie de protéger le marin. Un peu de confort, c'est un peu plus de performance, donc faut trouver le juste milieu. La grande différence en 2020 par rapport à 2016, c'est les foils qui ont poussé et qui du coup permettent aux bateaux de voler. En 2016, les bateaux ne volaient pas. Ils se sustentaient un petit peu, mais ils ne volaient pas. En 2020, les bateaux volaient, ce qui donne des images depuis qui sont hallucinantes. Problème, c'est que même encore maintenant, on n'a pas de plan porteur sur les safrans, donc les bateaux volent, enfin cabrent plutôt. Et une fois j'ai tendance un peu à taper de l'arrière quoi. Ce qui fait que les bateaux sont invivables. Et les 2020 étaient les pires bateaux niveau enfin, mais ça confort, mais niveau vie, c'était les pires bateaux. Je pense qu'on a connu depuis un sacré moment. Les formes de coque sont toujours assez travaillées. Un peu moins sur certains, mais par exemple Apivia était très travaillé. Un peu à la style Massif 2012. Et on retrouve d'ailleurs des similitudes avec le Massif de 2012. C'est ce pont là. Un aile de mouette au milieu. Comme sur Massif 2012 pour les mêmes raisons. Et pour vous montrer à quel point tout était travaillé sur ce bateau. Franchement c'est un super bateau Apivia. D'ailleurs actuellement il est en course avec Clarisse Kremer, donc sous les couleurs de l'Occitane. Ici c'était étudié pour que l'eau puisse s'écouler. Et qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre à l'intérieur. Parce que même si tu ouvrais là, l'eau en fait elle s'écoulait là et normalement t'avais pas trop d'eau qui rentrait là. Là en fait c'était des espèces de goulottes quoi. Enfin tout était bien étudié sur ce bateau. Et donc on voit les foils. Sur le Vendée Globe 2020, on a eu plusieurs styles de foils. Je vais pouvoir vous en montrer plusieurs styles. Mais clairement les plus efficaces c'était ceux-là. Clairement les plus efficaces c'était ceux-là. Ils ont équipé plusieurs bateaux. Alors en ayant des petites différences entre eux. Mais les plus performants c'était ceux-là. On passe à un autre bateau de 2020. Charal, qui était un bateau. Un des meilleurs bateaux de sa génération. Ça va faire plaisir si Mathis voit ça. Il va être très content que je dise ça. Un des meilleurs bateaux de sa génération. Pour moi, avec Apivia, c'était les deux meilleurs bateaux du Vendée Globe 2020. Il y a eu deux très bons bateaux. Des bateaux un peu entre les deux. Oh, il y en a un en vrai quand même qui était quand même très très bon aussi. Et il y a eu deux bateaux qu'on va voir aussi qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Donc Charal, on voit tout de suite des grosses différences par rapport à Apivia. Un arrière plus arrondi. Un avant aussi plus arrondi. Si on regarde l'avant d'Apivia, il est plus pointu. Apivia était
est plus pointu que Charal qui est très arrondi. Les deux par contre derrière ont reçu des modifications au niveau de l'étrave pour la spatule un petit peu en dessous pour pouvoir mieux passer dans les vagues. Le problème de ces bateaux c'est qu'ils ont, quand ils descendent du vol ou qu'ils rencontrent une vague, bah, ils ont tendance, vu qu'ils vont très vite, à enfourner. Bah, l'idée pour pas enfourner et pour gagner encore en vitesse, c'est de spatuler un peu l'avant. Je pourrais essayer de vous le montrer. Là, là il n'y avait pas encore. Là, je crois qu'il y est. Je suis pas. Non, il n'y est pas encore. Ah bah là, on voit. Bah là, ça y est. Ça y est. Avec Teamwork, du coup. Avec Justine Metro, qui est actuellement en course avec ce bateau. On le voit là, c'est spatulé ici. Et sur Apivia, ça a été fait après le Vendée Globe. De mémoire. Mais je vous le montre quand même. Voilà, ici on le voit là. Ici on le voit, ça a été un peu spatulé. Alors Apivia, ils ont juste coupé un peu. Alors que sur Charal, ils ont cherché un peu plus... Ils ont fait un truc un peu plus complexe quand même. Et bah, l'idée, c'est que le bateau rebondisse dans la vague. Et au lieu d'enfourner, il rebondit et du coup, il garde de la vitesse, quoi. Donc voilà, Charal, ça a été un des meilleurs bateaux de cette génération. Avec des foils différents. Des foils différents. Par exemple, on peut remarquer que sur Charal, les foils ressortent sur le pont. Alors là, il devait... Non, là, il n'y avait pas les foils. C'est pour ça qu'on les voit pas. Mais voilà, les foils ressortent sur le pont. Et on voit que la forme est un peu différente par rapport à Massif. À Apivia, pardon. Le pont est aussi totalement différent. Beaucoup plus plat. Même un peu bombé même. Contrairement à Apivia qui avait un pont en aile de mouette. Enfin, qui a un pont en aile de mouette. Même si maintenant c'est l'Occitane. Donc voilà. Charal, un des meilleurs bateaux de sa génération. Là, on va passer à un bateau qui était totalement extrême. Mais bah, c'est Alex Thompson, hein. C'est Alex Thompson, on a l'habitude. Hugo Boss. Ce bateau avec un cockpit totalement fermé. Quasiment tout se passe au même endroit dans le bateau. L'avant assez arrondi. C'était pas le plus arrondi. Mais quand même. Des feuilles lancées. Enfin voilà, un bateau très 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 extrême. Peut-être même un peu trop extrême. Il a jamais performé. Enfin, il a toujours eu des avaries. Après, sur le Vendée Globe, quand il a cassé, il était bien devant. Après, est-ce que Alex Thompson poussait justement très fort pour arriver à cacher le fait que le bateau était pas très bon? On ne saura jamais. On le saura jamais. Bateau avec des feuilles lancées, comme on peut le voir. On peut le voir là. Les feuilles lancées, ça marche pas très bien. Maintenant, on le sait. Les feuilles lancées, c'est pas l'idéal. Malheureusement, Alan Roura l'a racheté. On sait pas si le problème vient du bateau. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Alan a essayé de l'optimiser, de le modifier, mais il n'y a rien n'y fait, quoi. Rien n'y fait. Après, là, dans les mers du Sud, il a l'air d'aller très vite. Donc, franchement, j'ai l'impression que c'était un bateau vraiment typé que pour aller dans le Grand Sud. Et malheureusement, en Vendée Globe, bah, le Grand Sud, c'est très important. Mais si tu te fais larguer dans la descente atlantique, c'est mort, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait. Pont très plat. Contrairement aux autres. Surtout contrairement à Apivia. Et comme je disais, avant, très arrondi. Et forme de carène, on a juste une forme ici, sinon c'est assez arrondi. Et là on retrouve une forme ici. L'idée avec cette forme là, c'est de réduire ici et gagner un peu de poids. En fait, au lieu d'avoir une remontée là et ensuite d'avoir tout ça, bah en revenant un peu comme ça, tu peux économiser un petit peu de poids. Il n'y a pas que ça, c'est pas que pour ça, mais ils sont en partie pour ça quand même. Voilà. On passe à un autre bateau. Bateau là qui a, lui, marqué sa génération par ses performances. Il a gagné la route du Rhum avec Thomas Ruyant du coup. C'était un des 3 grands animateurs en course. Un des 3 meilleurs bateaux en course avec Apivia et Charal. Un cockpit
pas totalement fermé. Comme sur Charal d'ailleurs. Sur Charal, le cockpit pas totalement fermé. Mais abrité quand même. De toute façon, sur ces bateaux-là, c'est impossible d'avoir un cockpit totalement ouvert. Ça serait invivable. Clairement. Et une forme de coque assez travaillée, quoi. Comme vous pouvez voir. Un peu proche de la physionomie... un peu plus proche de la physionomie Apivia, quoi. Un pont un peu différent. Apivia est un peu plus... de visu, Apivia est un petit peu plus spatulé sur sa forme de pont. Alors que là, c'est un peu plus arrondi. Si on compare... non, c'est pas ça. Si on compare une vue du dessus... Ah ouais, non, c'est la même. Non, je vous dis une bêtise là, j'avoue. J'ai dit une bêtise, c'est la même. C'est la même, c'est la même. Mais des bateaux assez proches et qui se sont toujours battus entre eux en fait. Hein. Qui se sont toujours battus entre eux. Et on voit une forme de coque bien travaillée. Parce que même si le foil donne déjà énormément de puissance au bateau, par contre les foils sont beaucoup plus proches de ceux d'Apivia. Contrairement au foil lancé ou au foil de Charal. Même si on a une puissance avec les foils, bah, garder un peu de puissance de carène, c'est pas mal aussi. Et donc, que ce soit Linkedot ou Apivia, garder pas mal de puissance en carène. Grâce à leur forme. Charal, un peu moins. Charal sans foil, je suis pas sûr que ça aurait bien marché. Mais bah c'était des bateaux pareil, hein. Jérémy Bayou avait été dans l'extrême quoi. Avait été dans l'extrême. On va parler d'un bateau qui n'est pas de la génération 2020-2021, mais 2016. Mais, pour vous montrer un peu l'évolution aussi qu'il y a eu sur les bateaux après, à partir du moment où ils sont passés... Enfin, les bateaux de 2016, vous voyez là on retrouve encore avec les... Là c'était... Il passait sous les mains de Boris Herman. Il avait encore ses petits foils. Et bah assez rapidement en fait, on s'est rendu compte que pour être performant, bah les petits foils n'allaient plus suffire. Et donc il allait falloir passer au grand foil. C'est ce qui a été fait là. Là c'était les grands foils. Là c'était encore les petits. Et là on voit les grands foils qui ont permis à ces bateaux-là de ne pas être totalement largués du coup sur le Vendée Globe. La preuve, hein, Boris Herman a failli gagner le Vendée Globe. Hein. Bah, pareil sur compensation aussi, mais il a failli le gagner. Il était dans le paquet quoi. Même si sur 2020, vraiment, il y avait même des bateaux à dérive dans le paquet, donc ça voulait pas dire grand-chose. Mais clairement, c'était performant. Et donc ça leur a permis de ne pas être totalement largués. Et actuellement, c'est le bateau du coup de Romain Attanasio. Et donc toujours avec des grands foils. Donc c'est des bateaux qui ont été retravaillés par la suite. Hein. Et donc notamment avec des grands foils. Ou par exemple pour Prismian, ou sur le Vendée Globe là, de 2020, il a un SCO. C'est devenu un SCO l'avant. C'est devenu un bateau SCO. Alors que c'est un bateau de la génération 2016. Maintenant on va parler d'un bateau qui était le premier SCO. J'allais dire on va parler de bateaux qui ont été loupés. Non, celui-là n'a pas du tout été loupé. Alors, ce bateau c'est un cas de conscience. Il a fait un très beau Vendée Globe malgré ses avaries. Et depuis il a eu plein de pépins. Depuis il a eu plein de pépins. Des dématages, l'avarie structurelle pendant le Vendée Globe 2024. Plus après, encore une avarie sur un câble qui tient le mât, enfin, sur un étai. Il a que des problèmes comme ça depuis... il a fait un beau Vendée Globe et depuis, il a que des problèmes. Je suis un peu... je sais pas comment penser. Mais en tout cas, l'Occitane, premier bateau SCO, premier IMOCA SCO. Voilà, le premier IMOCA en SCO. Donc SCO, c'est l'étrave arrondie comme ça. Alors la jauge IMOCA interdit d'avoir vraiment un truc totalement arrondi. Mais quand tu regardes, ils ont joué avec la jauge. Là, t'as l'étrave. Ça, ils considèrent plus comme l'étrave.
Donc du coup c'est un sco. Voilà, enfin c'est très bien joué de leur part. Avec des foils en haut. Alors ça, vous savez pourquoi il y a des foils ici? C'est juste pour que quand le bateau est à plat, quand il n'y a pas de vent, les foils sont pas dans l'eau. C'est juste pour ça. Hein. C'est juste pour ça. C'est très très bien étudié. Malheureusement, depuis qu'il est devenu Bureau Vallée, il a plein de problèmes. Et on va finir du coup sur ce Vendée Globe 2020-2021, je vois que c'est déjà très long, par 2 bateaux loupés, malheureusement. Et c'est encore des plans couillus de gens. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais là on avait des plans Verdier, si je me rappelle bien. Plan Verdier pour Apivia. Plan VP et leur VPLP quoi. Donc plan VPLP pour Charal. Plan Verdier si je me rappelle bien. Ah non, VPLP aussi pour Hugo Boss. Là on a un plan Verdier si je me trompe bien. Voilà, si je me trompe pas, c'est ça. Comme Apia, donc c'est vrai qu'il était assez proche. Bah là c'est un bateau de 2016. Là c'était un plan David Raison. Plan Manoir, pardon. Plan Manoir. Donc très arrondi. Comme tous les plans Manoir maintenant. Et là, plan Kouyunjan. Il y avait 2 plans Kouyunjan sur le Vendée Globe. Bah c'est les 2 bateaux qui sont maintenant dans des hangars. Ils sont dans des hangars. Après, Papra Karkia. Sur le Vendée Globe 2020, il était plutôt bien classé quand il a abandonné. Il n'a pas abandonné sur une avarie. Il a pas abandonné sur un problème dû au bateau. Il a tapé un ovni. C'est pas de sa faute. Mais avant ça, il y a eu quand même pas mal de problèmes. Des foils qui pètent. Ouais, pas mal de soucis quand même. Donc je dirais que c'est le moins loupé des 2 plus loupés de 2020 quoi. Et une forme de carène assez particulière. Mais qui lui donne un certain look à ce bateau. Et comme je peux vous montrer, hein, voilà, actuellement il est en vente. Mais personne ne veut l'acheter. Personne ne veut l'acheter. Et c'est un bateau avec des foils en C. Et maintenant on sait que les foils en C ça marche pas. Et le deuxième bateau loupé, Corum. Lui c'est donc encore un plan Kouyunjan. Lui bah... dématage sur le Vendée Globe. Dématage sur... dématage sur le défi Azimut. Ce qui fait que bah... son sponsor s'est barré. Chrome s'est barré. Dommage parce que Nicolas Troussel c'est un très bon skipper. Mais bah, malheureusement voilà, son bateau c'était compliqué quoi. Son bateau c'était très compliqué. Et ce bateau il avait une caractéristique assez bizarre, c'est que son cockpit prenait quasiment toute la largeur du bateau à l'arrière et était très bas. En fait, c'était un bateau avec un franc-bord très haut. Il était très haut sur l'eau. Et donc du coup, en fait, le cockpit était dans toute la largeur. Et en fait, pour aller à l'avant du bateau, fallait monter sur une échelle pour aller sur la... faut monter sur une échelle pour aller à l'avant du bateau. C'est assez particulier, quoi. Ah, c'est un bateau qui est très particulier, avec un franc-bord très haut. Donc toujours dans cette idée d'avoir de la puissance, quoi. Dans cette idée d'avoir de la puissance, c'est toujours les plans Kouyunjan. C'est des bateaux très puissants. Mais malheureusement, qui sont rarement très performants sur un Vendée Globe, quoi. Et là, bon, bah, il a même pas pu aller au meilleur du Sud, il a dématé au niveau du Cap Vert. Donc bon. Malheureusement, les plans Kouyunjan, ça n'a jamais marché. Et donc, on finit cette vidéo sur l'évolution des bateaux du Vendée Globe par le Vendée Globe 2020, les bateaux de la génération Vendée Globe 2020. Et on commence, pour moi, par le meilleur bateau de sa génération. On va me dire encore chauvin quand je dis ça. Parce que c'est le bateau de Charlie Dalin. Massif, santé, prévoyance. Et bah, les bateaux de la génération 2020, il faut savoir qu'il y avait des règles qui rentraient en compte suite au Vendée Globe 2020-2021. Donc là, sur le Vendée Globe 2024, il y avait des règles qui rentraient en compte. Et notamment les foils plus petits.
On devait plus faire des foils géants. Les foils étaient un peu plus petits avec un peu moins de surface. Là, on s'est dit, ça va être compliqué de faire plus performant que ce qui avait été fait sur le Vendée Globe 2020 en ayant des foils plus petits. Spoiler, non. Spoiler, non, ils ont réussi à faire mieux. Ils ont réussi à trouver un truc pour faire mieux. Donc c'est fou. On voit les formes archi travaillées. Là, on voit sur Massif la forme archi travaillée pour pas enfourner. On pouvait se dire, après le Vendée Globe 2020, que tout le monde allait se diriger vers des bateaux en SCO. Bah non. Massif, Charlie, il a dit bah non. Moi, je vais faire un bout assez pointu. Mais une forme quand même très travaillée. Et juste avec ça, vous voyez ça là, Cassambé innocent. En fait, juste cette forme ici, et celle-là en plus. Bah en fait, ça déjà, ça fait ressortir le bateau. Et si malgré tout, il s'enfonce encore un peu plus, bah ça c'est le dernier cran pour lui dire, bon allez, c'est bon, tu relèves quoi. Pour éviter qu'il enfourne. Mais normalement, ça c'est déjà suffisant quoi. Ça devrait déjà être suffisant. Et ça, même du coup, si ça gîte, si le bateau gîte et que c'est dans l'eau, bah ça apporte un peu de puissance aussi. Faut savoir quand même que les foils, quand c'est la tempête, généralement ils ont tendance un peu à les rentrer quoi. Parce que ça fait très vite partir le bateau. Donc ils ont tendance à les ramener le plus proche possible du bateau. Et donc pour pas trop décoller. Et donc la coque peut à ce moment là avoir une importance. La puissance hydrodynamique de la coque peut avoir une importance. Là, ça, c'était à l'arrivée de la New York Vendée, je pense. Oui, ça. Avec la victoire, du coup, de Charlie. Sur la New York Vendée. Le cockpit. Très particulier. Ça n'a pas été le premier à le faire. C'est pas été le seul sur ce Vendée Globe à le faire. Mais cockpit très particulier avec la zone de vie en arrière de la zone de travail. La zone de manœuvre, elle est là. Et la zone de vie, elle est là. Avec la petite studette, avec vue sur mer. Qui plaît énormément à Charlie. Et ça, c'est... Vous allez dire, c'est encore du détail. Mais les détails sur un IMOCA, c'est hyper important. En fait, en faisant ça, tu mets tout ce qui est lourd au milieu du bateau. Au niveau du mât. Vu que les bateaux doivent pouvoir décoller. L'idée, et vu que l'arrière du bateau a plus de mal à décoller, vu que il n'y a pas de plan porteur sur les safrans, bah en mettant le poids au milieu, le plus proche possible de là où il y a les foils, bah le bateau est pas lourd sur l'arrière et le bateau bascule plus facilement. Tout simplement. Et donc du coup en fait, tout ce qui est winch et tout ça, c'est quasiment en pied de main en fait. Donc c'est pas bête comme idée. Vraiment, c'est pas bête comme idée. Et de ce que j'ai compris, en plus, c'est un peu plus vivable à l'arrière que quand t'es par là, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Un autre bateau, du coup, de la génération 2024, c'est Maître Coq. Vous voyez une physionomie totalement différente. Un cockpit plus traditionnel, alors totalement couvert, mais plus traditionnel, avec une zone de travail à l'arrière, une zone de manœuvre à l'arrière et la zone de vie ici. Une forme de coque totalement différente. C'est plat ici, mais on retrouve pas de deuxième forme ici. On en a juste une ici, dans le même but de faire soulever le bateau. Les foils, j'en ai pas parlé, mais les foils commencent quand même à converger vers un dessin. Donc je trouve que sur le Vendée Globe 2024, on a quand même moins de formes de foils que sur le Vendée Globe 2020. Vous allez pouvoir le voir là, ils se ressemblent quand même pas mal. Pour un œil non averti, ils se ressemblent quand même beaucoup quoi. Et donc on peut voir du coup une forme de un dessin de bateau un peu différent sur Maître Coq, mais dans tous les cas, l'objectif, c'est il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là pour éviter que le bateau enfourne. Je n'ai pas parlé du plan de pont, mais sur Massif, pardon, on retrouve toujours la même chose, une espèce d'aile de mouette,
tout comme sur Maître Coq, ça commence à devenir un peu une référence. Et surtout, ça aide parce qu'à l'arrière, ça permet de mettre les goulottes et de canaliser en fait là où on veut faire passer l'eau. Là, on va passer à un bateau ultra extrême. Ultra extrême. Charles. Donc un plan manoir. Objectif gagner le Vendée Globe. Voilà. Et un bateau ultra particulier. Il y a tellement de choses à dire dessus. Alors, c'est un SCO déjà. Ça se voit. C'est un SCO. Donc lui, il a suivi la route des SCO. Les foils sont un peu... Il y a quelques différences. On peut voir quelques différences par rapport à un Apivia par exemple. J'ai l'impression que c'est un peu plus plat. Je suis pas un spécialiste en foil, mais je trouve que c'est un petit peu plus plat sur Charal ici. Pour apporter peut-être un peu plus de portance à certaines allures. Mais surtout, la grosse différence par rapport aux autres bateaux. Alors, cockpit moins fermé que les autres. Mais surtout, des safrans. Alors, est-ce qu'on a une photo de l'arrière? Oui. Les safrans à l'arrière, très rapprochés. Et en fait, quand les safrans sont descendus, du coup, ils sont pas droits. En fait, ils s'écartent de chaque côté. Et en fait, en faisant ça, ils ont réussi à créer de la portance avec les safrans. C'est-à-dire que le bateau décolle, normalement, plus rapidement que les autres bateaux. Et plus stable en vol, surtout. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Par contre, ça ajoute beaucoup de poids à l'arrière, malheureusement. Qui peut faire perdre un peu de performance. Là, on a un pont très plat, par contre. On voit qu'on a un pont très plat, contrairement aux deux premiers bateaux qu'on a vus. Mais un super bateau, aussi un très très bon bateau. Qui pour moi va marquer aussi sa génération. Mais Charal, c'est vraiment un bateau qui va marquer sa génération. Surtout grâce à ça. Et tout est étudié dans ce bateau. Alors, même si lui, sa zone, pareil, c'est une zone de manœuvre en arrière par rapport à sa zone de vie, donc plus traditionnelle. Mais vraiment, tout est archi étudié sur le bateau. Par exemple, si vous vous approchez du bateau, là on voit pas parce que l'eau elle est foncée. Mais on peut voir l'arbre d'hélice. Quand tu es de l'arrière, tu vois l'arbre d'hélice. Avec l'hélice. Parce qu'en fait, il a reculé le moteur au maximum de ce qu'il pouvait. Pour justement, lui, il va pas chercher justement à faire cet effet de centrer son poids. Il va appuyer sur l'arrière pour que ses safrans appuient et l'aident à décoller et à être stable. Tout est travaillé sur ses safrans. Lui, en fait, vu qu'à l'avant, il y a son SCO qui va lui permettre de voler plus facilement. Enfin, qui va lui permettre de pas trop enfourner. Bah derrière, il va juste essayer d'appuyer sur ses foils, sur ses safrans, pardon, pour mieux voler. Donc voilà. Un bateau vraiment qui, je pense, va marquer sa génération. On passe maintenant à Holcim PRB. Pour sa zone de vie. Alors sa zone de vie ressemble beaucoup à Maître Coq. C'est des bateaux assez semblables en fait. C'est des bateaux plutôt qui étaient de base plutôt prévus pour The Ocean Race. Alors Maître Coq non, était directement prévu pour faire le Vendée Globe. Mais c'est des bateaux qui ont des formes assez proches de ce qu'il y avait sur Eleven, ce qu'il y a sur Eleven All Racing. Donc actuellement le bateau de Sébastien Simon. On peut voir un avant qui remonte pas mal. Et un espèce de petit SCO quand même. Hein. Un espèce de petit SCO et plusieurs formes. En plus, pour vraiment éviter au maximum d'enfourner quoi. Et en plus donner un peu de puissance même à la carène. Des foils. Voilà, comme je dis, les foils, ça converge beaucoup. Mais surtout une zone de vie assez abritée. Une zone de vie assez abritée, très abritée. Un cockpit fermé, quoi, tout simplement.
Un autre bateau de sa génération. De cette génération. C'est Malidia Sea Explorer. Alors lui est très très particulier. Donc c'est un plan VPLG. Alors je connais pas le G. C'est peut-être une erreur. Je pense que c'est plutôt VPLP. Un bateau très particulier. Un bateau qui est vraiment typé pour le gros temps. On voit qu'il est très haut sur l'eau. Alors la zone de vie pareil en arrière par rapport à la zone de manœuvre. Donc pour centrer les poids aussi. C'est le premier à l'avoir fait. Massif l'a fait en deuxième. Charlie l'a fait en deuxième. Même si Charlie pouvait pas savoir au moment où il a prévu ça que Boris allait le faire avant. Mais voilà, une zone de... un bateau très haut sur l'eau. Un SCO aussi. Donc lui aussi a suivi la mode des SCO. Donc un bateau très puissant, donc qui va pas enfourner, qui va rebondir sur les vagues. Et qui en plus avec sa hauteur... Bah avant vraiment de passer sous l'eau, faut vraiment y aller quoi. Donc c'est vraiment un bateau de gros temps quoi. C'est vraiment un bateau de gros temps. Il fait que bah là sur le Vendée Globe, moi mon impression c'est que sur la descente de l'Atlantique ça a été compliqué. C'est pas un bateau qui est fait pour les conditions changeantes de l'Atlantique. Par contre là dans le gros temps, dans le Myrtus ça a l'air d'aller quoi. Mais malheureusement il a déjà trop de retard en fait sur les leaders quoi. C'est des bateaux très typés, un peu comme Hugo Boss quoi. Un peu comme Hugo Boss. Bateau trop typé mer du Sud. Et sur le Vendée Globe, faut pas être directement typé mer du Sud, je pense. Et malheureusement, les petits doudous, donc le futur bateau d'Armel Tripon, bah ça va être dans le même moule de coque. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Après, il a quand même fait des beaux classements. Hein, mais voilà, un bateau avec du coup de la puissance quand même. Hein. On retrouve une forme ici pour prendre un peu de puissance de carène. Mais surtout le SCO qui vraiment va lui permettre de pas enfourner quoi. Et sa hauteur qui va lui permettre de garder de la puissance et de pas être rapidement submergé par l'eau à haute vitesse dans les tempêtes quoi. Et on va finir par un dernier bateau de la génération 2020. Un plan Finocoche, pardon. Finocoche. Un super bateau. Pour moi, un des meilleurs. Peut-être un peu en dessous de Massif. Après, c'est peut-être Monsieur Chauvin qui parle là. Mais un super bateau, j'adore sa zone de vie. Zone de vie assez centrale où tout se fait au même endroit. En gros, Johan mange, dort et manœuvre au même endroit. C'est une zone de vie totalement au centre. On va essayer de voir. Elle est là la zone de vie. En fait, elle est juste là la zone de vie. Donc totalement au centre. On la voit juste là. Avec tout à l'intérieur, des vitres partout pour voir les manœuvres, pour voir les voiles, pour voir l'avant du bateau. En fait, vraiment, Johan peut faire tout de l'intérieur. Il n'a pas besoin de sortir. À part pour aller changer les voiles. Mais sinon, il peut régler de l'intérieur. Il voit tout. Il n'a pas besoin... Je pense qu'il a quand même des caméras pour être encore mieux. Mais limite, il n'a pas besoin de caméra pour régler ses... Il n'a pas besoin de caméra pour régler ses voiles. Il voit ses voiles. C'est... Vraiment, pour moi, c'est la meilleure zone de vie de tous les bateaux. De tous les bateaux, vraiment, c'est la meilleure zone de vie. Une forme de carène assez découpée, comme on peut le voir. Ah non, c'est fait de l'eau. Non, juste une forme ici, donc qui donne de la puissance. Qui donne de la puissance un petit peu quand même en navigation archimédienne, on va dire. Mais surtout des foils, donc, qui lui permettent de voler quoi. Il vole très très bien ce bateau. Je l'ai vu, il est très très stable. Il est extrêmement stable, massif aussi d'ailleurs. Mais c'est un bateau très très stable en vol. C'est assez impressionnant. Un pont très plat. Et ouais, c'est un bateau qui est très 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 stable en vol. Voilà, on voit l'arrière. Franchement, j'adore ce bateau. Franchement, j'adore ce bateau. Sa zone de vie, franchement, c'est la meilleure. Et voilà, le voilà en vol, en photo. Il est ultra stable. Et là, on voit le dessous du coup
Très travaillé, ce qu'on peut pas trop voir quand on a des photos. Quand on a des photos quand il est à l'eau comme ça là. On voit pas trop, mais on voit là le travail sur la partie sous le bateau. Vraiment, ça c'est juste pour pouvoir. Ça tape dans l'eau, boum, ça remonte aussitôt quoi. Vraiment un super bateau. Et on voit l'arrière là travailler. Assez découpé quand même sur l'arrière. Des très beaux bateaux. Et un très bon bateau. Un très bon bateau. Pour moi, je le dis, lui c'est le meilleur. Après, je suis pas très objectif, c'est Charlie et voilà. Mais pour moi, lui c'est le meilleur. Ultra bien pensé et tout. Et pour moi, lui c'est le deuxième meilleur. Et en 3... En 3, pour moi, c'est Charles. Voilà. C'est mes 3 meilleurs bateaux pour moi. C'est les 3 meilleurs bateaux pour moi de 2020. Après, il y a Linkedot aussi qui est pas mal. Vulnérable maintenant. Mais pour moi, c'est les 3 meilleurs bateaux de la génération 2020. J'ai hâte vraiment de voir ce qu'ils vont arriver à faire pour 2028. Pour l'instant, les constructions de bateaux pour 2028... Les officiels, parce qu'il y en a qui sont pas encore officiels, genre que je suis au courant, mais qui sont pas encore officiels. Les officiels, actuellement, c'est des bateaux construits dans des moules de coque de bateaux de 2024. Le bateau de Keguiner, ça va être dans les moules de coque de Massif. Et le bateau Les Petits Doudous, c'est dans les moules de coque de Malinzia. Voilà. Voilà pour ce Vendée Globe 2024. Où vraiment, pour moi, c'est les bateaux que ça fait partie des bateaux à foil que je préfère. C'est les bateaux à foil que je préfère, vraiment. Depuis que les IMOCA ont des foils. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Ça m'aide énormément. Vous êtes les boss. Franchement, vous êtes les meilleurs. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et pour rejoindre la communauté, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.